Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une évolution vraiment incroyable, celle de la gymnastique artistique. Honnêtement, quand on y pense, c'est fou de se dire qu'une discipline née sur les champs de bataille de l'Antiquité a fini par devenir cet étalage spectaculaire de voltige sur la poutre olympique. C'est une histoire remplie de transformations radicales, de ferveur patriotique et d'une quête absolue d'équilibre. Alors, sans plus attendre, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour commencer, saviez-vous que l'origine linguistique du mot lui-même est assez surprenante? Et oui, le terme gymnastique vient du grec ancien gymnos, qui veut tout simplement dire nu. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque de l'Antiquité, les athlètes s'entraînaient sans aucun vêtement, histoire d'avoir une liberté de mouvement totale. Le terme a ensuite voyagé, il est devenu gymnasticus en latin, vers 1361 pour décrire officiellement les exercices physiques. Donc dès le départ, le ton est donné, on parle vraiment de la discipline du corps à l'état pur. Pour bien comprendre comment on est passé de cette nudité antique à l'acrobatie de haut vol qu'on connaît, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On commencera par les origines antiques, puis on passera à l'éducation physique et militaire, avant de voir les premiers pas olympiques, l'avènement du spectacle, pour finir en beauté sur les épreuves modernes. Allez, on démarre tout de suite avec notre première partie, les origines antiques. Il faut savoir que dès le début, cette pratique a eu un double visage. D'un côté, chez les Grecs, la gymnastique se passait à la palestre. On y faisait de la course, du saut, des lancers, de la lutte. C'était vraiment le culte absolu de l'athlète et de la performance. Mais de l'autre côté, chez les Romains, l'ambiance était complètement différente. C'était plutôt des acrobaties réalisées lors de grands banquets, d'ailleurs très souvent par des hommes et des femmes réduits en esclavage, juste pour divertir la galerie. Et petite anecdote fascinante, c'est précisément à l'époque romaine qu'on voit apparaître les chevaux de bois, qui étaient initialement fabriqués pour que la cavalerie apprenne à monter à cheval. Maintenant, on fait un bond de géant dans le temps pour atterrir au XVIIe et XVIIIe siècle. Cet usage militaire du cheval de bois va prendre une dimension complètement inattendue. Les acrobates et les voltigeurs commencent à faire le show dans les foires et ça marche tellement bien que ça donne littéralement naissance au tout premier cirque. En parallèle, du côté de la noblesse, faire de la voltige sur un cheval de bois devient le summum de l'élégance et du raffinement. L'acrobatie n'est plus juste utilitaire ou amusante, c'est carrément devenu un art noble. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième grande période, l'éducation physique et militaire. Au XIXe siècle, changement de décor. La gymnastique devient le synonyme parfait de l'éducation. De la fin du XVIIIe siècle jusque dans les années 1920, c'est une méthode d'éducation physique et morale globale qui se divise en 3 grands courants. D'abord, un courant militaire et patriotique, fait pour forger le courage et le nationalisme. Ensuite, un courant pédagogique, pensé pour développer les capacités physiques des individus à l'école. Et enfin, une approche plus médicale, dont le grand but assumé était carrément de régénérer la santé de toute la population. Et c'est exactement là qu'un innovateur complètement disruptif fait son entrée, le professeur allemand Friedrich Jahn. Il est largement considéré comme le père de la gymnastique sportive. Il a appelé sa méthode le Turnen. Ce type a littéralement transformé la discipline. Il a repris des agrès qui existaient déjà, mais il en a surtout inventé de nouveaux, comme les fameuses barres parallèles. En introduisant l'idée de confronter les gymnastes les uns les autres, il a posé les toutes premières fondations d'un véritable sport. Mais attention, on pourrait croire qu'il voulait créer un beau spectacle de divertissement. Pas du tout. L'objectif avoué de sa méthode, c'était très précisément de, je cite, « restaurer la virilité du peuple allemand ». C'était un projet profondément ancré dans la fierté nationale et la préparation militaire. Sauf qu'en standardisant ses exercices et en poussant à la confrontation physique, il a, sans vraiment le vouloir, ouvert une porte géante vers la compétition athlétique moderne. Bon, et comment tout ça s'est propagé? Eh bien, la pratique a traversé les frontières, notamment en France, où ça démarrait comme un vrai business privé ultra florissant. Dans les années 1860, on voit fleurir une multitude de sociétés de gymnastique. Le tout premier concours officiel débarque à Guebwiller, en Alsace, en 1861. Et un peu plus tard, en 1873, un certain Eugène Paz crée l'Union des sociétés de gymnastique de France. Ce qui est assez drôle quand on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est que ces premières rencontres sportives, censées démocratiser la pratique, incluaient curieusement de l'escrime, de la lutte et même des exercices 100% militaires. Allez, on avance dans le temps et on casse à notre 3e chapitre, les tout premiers pas olympiques. C'est au cours de ce fameux 19e siècle qu'on commence enfin à parler de gymnastique artistique. L'idée, c'était vraiment de revendiquer des mouvements plus libres pour se démarquer du côté rigide de l'entraînement militaire. Alors quand Pierre de Coubertin lance les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne à Athènes en 1896, il y inscrit la discipline. Mais attention, c'était des débuts extrêmement restreints. Au programme des agrès certes, mais aussi des épreuves d'haltères et de grimper de cordes. Ce soit tellement fait grincer des dents que la majorité des grandes fédérations européennes ont tout simplement boycotté l'événement.
Résultat des courses, il n'y avait que 45 gymnastes sur place, représentant à peine 7 pays. Ce boycott, il est super intéressant parce qu'il met en lumière une tension historique fascinante qui divisait l'Europe. D'un côté, on a l'école allemande, très axée sur le sport, l'utilisation d'agrès, la force pure et la compétition individuelle. Et de l'autre, on a les défenseurs de la gymnastique suédoise, une approche basée sur l'hygiène, avec des mouvements collectifs, sans agrès, vraiment centrés sur la santé du groupe. Cette guerre idéologique a duré un bon moment, à tel point qu'on trouvait encore des exercices collectifs suédois au programme des Jeux Olympiques de 1920. Si on regarde la frise chronologique, il y a quelques dates clés pour comprendre la structuration fulgurante de ce sport. Après les débuts un peu chaotiques de 1896, on arrive à Paris en 1924, où on pose enfin la base des agrès masculins actuels. Ensuite, gros tournant en 1928 à Amsterdam, les femmes font leur grande entrée olympique, même si au début ce n'est que par équipe. En 1930, l'introduction des exercices au sol amène des mouvements beaucoup plus acrobatiques. Et tout ce cheminement nous prépare au grand virage de 1952, l'année qui marque le vrai début de l'ère du spectacle. Ce qui fait une transition parfaite vers notre quatrième partie, l'avènement du spectacle. Pour que la gymnastique connaisse cette métamorphose spectaculaire dans les années 50 et devienne ce show de voltige incroyable qu'on connaît, il y a d'abord fallu faire un grand ménage dans les règles. Et ça s'est joué aux Jeux de 1936, qui ont définitivement stabilisé le programme. On dit enfin adieu aux épreuves archaïques, comme le grimpé de corde, et on abandonne les épreuves par équipe sur les agresses pour se concentrer à fond sur l'exploit individuel. En supprimant ces lourdeurs collectives, la porte était grande ouverte pour que la fluidité et l'acrobatie remplacent pour de bon les simples démonstrations de force statique. Puis, dans le contexte géopolitique très tendu des années 1950, la gymnastique se transforme carrément en un outil majeur de suprématie mondiale. Le public adore ça, la discipline s'internationalise fortement, avec notamment l'arrivée fracassante des gymnastes chinois en 1958. Un autre détail technique va tout changer. En 1960, on organise les tout derniers championnats du monde en plein air. Après ça, on rentre dans les gymnases pour de bon, ce qui offre forcément les conditions optimales pour réaliser des acrobaties de plus en plus complexes et surtout sécurisées. C'est aussi au cours de cette décennie qu'on assiste à un basculement culturel incroyable. Les femmes participaient déjà depuis 1928, on l'a vu, mais c'est autour des Jeux de Melbourne en 1956 que le sport se féminise vraiment dans son ADN. C'est un paradoxe fascinant. On parle d'une pratique historiquement masculine, inventée par des militaires, sur des chevaux de bois pour préparer la guerre, qui se met soudainement à intégrer de nouvelles caractéristiques. La grâce, l'expression corporelle et la légèreté deviennent alors des piliers incontournables de la performance. Nous voici déjà à notre 5e et dernière étape, les épreuves modernes. Aujourd'hui, c'est très clair, le sport est parfaitement standardisé, avec une séparation stricte entre les compétitions masculines et féminines. Chez les hommes, le programme historique tourne autour de 6 agrès distincts, le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe. Du côté féminin, c'est tout aussi exigeant, stabilisé autour de 4 agrès phares, le saut de cheval, les barres asymétriques, la redoutable poutre et l'exercice au sol. Et à chaque fois, toutes ces épreuves mettent en valeur un mélange unique de force brute, de grâce infinie et de précision au millimètre près. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. Quand on prend un peu de recul, c'est sidérant. Des palestres poussiéreuses de la Grèce antique jusqu'aux arènes hypermodernes d'aujourd'hui, la gymnastique artistique a toujours prouvé sa capacité à se réinventer. De l'entraînement militaire brut à la fierté nationale, pour finir comme un art aérien qui défie littéralement les lois de la physique. Alors sachant que les athlètes actuels sont toujours plus rapides, forts et innovants, quelles sont les prochaines limites de l'équilibre et de la gravité qu'on va voir exploser demain? Franchement, c'est une question qui laisse rêveur. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Gardons l'esprit curieux et à très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.